Dimanche 1er octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Plus de 300 maires et représentants des capitales et métropoles de 54 pays sont invités à prendre part au congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones. Le congrès se tiendra du 11 au 14 octobre prochain à Cotonou. Le compte rendu du point de presse dans cette édition. Mini-station contre la vente en bouteille sans précaution, c'est la solution du gouvernement à la vente risquée à ciel ouvert de l'essence de contrebande. Le gouvernement a fait l'option d'une réorganisation du secteur du paillot par reconversion de ses acteurs. Comment les vendeurs apprécient cette approche? Élément de réponse dans ce journal. Des cavaliers en spectacle devant des touristes venus du Bénin et d'ailleurs. C'est pour la fête la plus importante du peuple Bariba au Bénin. L'édition 2023 de la fête de la Gagny a démarré depuis ce 27 septembre 2023. Le point de la cérémonie dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Plus de 300 maires et représentants des capitales et métropoles de 54 pays sont invités par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, pour prendre part au congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones AIMF. Le congrès se tiendra du 11 au 14 octobre prochain à Cotonou, a annoncé le conseil communal et l'exécutif communal du Bénin. C'était à l'occasion d'un point de presse ce vendredi 29 septembre 2023 à la mairie de Cotonou. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision y était. Voici leur compte rendu. À 2 semaines du congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, le conseil communal et l'exécutif communal du Bénin ont présenté à la presse les grandes lignes de ce qui se met en place pour la réussite de ce colloque international. 3 thématiques seront abordées au cours de ce congrès. Il s'agit de la diplomatie des villes dans un monde en pleine mutation, du renforcement de la coopération décentralisée pour des partenariats pragmatiques et concrets. Et pour finir, l'art et les cultures urbaines au service du développement de nos territoires. Il y aura dès le 11 octobre une session importante, les tables rondes, le dialogue régional qui sera mené au niveau de toutes les régions de l'Afrique et de l'océan Indien. Le 12 ce sera le colloque international et l'AIMF a fait l'honneur au Bénin, dans le cadre de ce colloque international, des maires et des experts, de parler du vaudou. Le 3e jour, ce sera la grande messe où l'Assemblée générale aura lieu et d'importantes décisions seront prises. Un congrès qui présente de multiples avantages pour le Bénin. Ces maires-là, ils vont être des ambassadeurs du Bénin dans leur pays, dans leur ville, pour que nous puissions recevoir leurs
concitoyens, leurs concitoyennes comme des touristes. Deuxièmement, ils viennent pour découvrir la culture béninoise. Et ça, c'est important. Ils vont manger béninois, ils vont écouter nos pratiques culturelles. Et ça, il y a peu de rencontres qui offrent ces opportunités aux gens. Ensuite, les hôtels, les restaurateurs vont héberger et nourrir plus de 300 personnes. Il est prévu que des agents de la mairie puissent aider ces personnes-là à aller acheter à Tokwa, et donc c'est important pour l'économie béninoise. Ce qui va se passer à Cotonou du 11 au 14 octobre, c'est vraiment un événement majeur pour le Bénin et pour les collectivités territoriales de notre pays. Occasion pour les différents intervenants d'évoquer déjà l'impact de l'IMF au Bénin. L'IMF, globalement, c'est un peu plus de 6 milliards investis au niveau de nos collectivités au Bénin sur différents projets. Avec l'IMF au Bénin, c'est des points d'eau qui sont réalisés, c'est des écoles qui sont construites, c'est des centres de santé. L'année dernière, notre pays a été frappé par des inondations. Une soixantaine de communes ont été touchées. Et avec l'appui de l'IMF, la NCB a pu apporter des kits scolaires et des vivres à une cinquantaine de communes. L'IMF a appuyé les communes d'Abomey, de Lokossa, à construire leurs hôtels de ville. Et nous-mêmes, au niveau de la NCB, nous avons bénéficié de l'appui de l'IMF pour la construction de notre siège. Depuis plus de 10 ans, l'Association internationale des maires francophones soutient les relations diplomatiques entre les villes qui contribuent à dynamiser le développement socio-économique des territoires, à accompagner les habitants lors des crises régionales qui les affectent directement et à construire les sorties de crise surtout. Les villes et plateformes de la région des Grands Lacs, de l'océan Indien et d'Asie du Sud-Est viendront à Cotonou porter leurs témoignages et échanger notamment avec les maires du Sahel qui font face, comme vous le savez, à une situation de crise. Cotonou, à l'heure actuelle, ambitionne de faire mieux qu'Abidjan 2022. Le gouvernement béninois organise un forum international sur les enjeux spécifiques et défis pour un meilleur avenir urbain. Les travaux se sont ouverts ce jeudi 28 septembre 2023 et prennent fin le 2 octobre prochain. Cette rencontre réunit plusieurs acteurs afin de maintenir la transformation du cadre de vie à travers des infrastructures respectant les normes. Reportage signé Canal 3 Bénin. Le Bénin organise ce forum international pour bâtir un cadre de vie durable. Du 28 septembre au 2 octobre, diverses activités sont prévues pour la tenue de ce forum qui réunit cadres du ministère, partenaires, société civile. Le forum offre un cadre de réflexion pour le partage d'expériences sur les enjeux spécifiques pour un meilleur avenir urbain de par l'accompagnement des partenaires. Nous sommes convaincus qu'il y a une ingénierie financière à développer spécifiquement, à consolider pour le contexte de notre pays. Il se veut, en Afrique subsaharienne, un laboratoire en la matière. Les institutions de financement du développement et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers sont conviés à cette réflexion qui est fondamentale pour assurer la poursuite de la dynamique qui marque le Bénin depuis 2016. L'objectif du forum est non seulement d'aborder les problématiques pour un meilleur avenir, mais aussi d'apporter des réponses aux défis actuels et futurs. Depuis 2007, plus de la moitié de la population vit dans des villes et cette proportion devrait atteindre 60% d'ici 2030, ce qui implique des défis. Si cette dynamique persistait, elle ferait peser d'énormes risques sur le bien-être collectif et individuel. Le présent forum vise donc à adresser l'ensemble de ces problématiques ainsi que leurs effets plausibles, avec pour ultime objectif l'identification de solutions de mitigation, de prévention et de renforcement de résilience. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Voilà l'essentiel des motivations du présent Forum international du cadre de vie. L'objectif du développement durable numéro 11 vise à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient inclusifs, sûrs, résilients et durables. Le Bénin ambitionne de devenir d'ici 2025 un pays majoritairement urbain pour atteindre en 2042 un taux d'urbanisation de 70%. Une telle accélération de l'urbanisation engendre d'importantes pressions sur la demande de services sociaux, d'infrastructures de base, sur le marché du travail, sur l'environnement et sur le marché du foncier, a indiqué le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Retour sur le drame qui a frappé la commune de Sémécraké le samedi 23 septembre dernier. Après l'incendie d'un entrepôt d'essence, 35 morts et des dizaines de blessés graves ont été enregistrés. Au lendemain de ce drame, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont commenté les faits. Des propos recueillis par ESAE TV. Vraiment, c'est triste. C'est triste parce que quand on voit les compatriotes aller comme ça en fumée, sincèrement, c'est vraiment triste. Nous voulons plus perdre des vies humaines comme ça. Sincèrement, c'est grave. Que leur âme se repose en paix. C'est déplorable. Ah, c'est dommage, hein? C'est malheureux quand même. Parce que tous ces âmes-là, calcinées, ça nous donne la chair de poule. Je suis vraiment déploré et je présente mes condoléances à la famille éplorée. Voyons ceux qui sont morts le samedi. Ils ont laissé leur famille, puis ils se sont partis. Secondo, ce que moi je tiens à dire à l'État béninois, l'État béninois n'a qu'à tout faire pour résoudre l'affaire de Fayao là. S'il faut introduire une loi en urgence à l'Assemblée, il faut le faire. Une loi qui va désormais cadrer ce secteur-là. Et si jamais on te prend avec au moins 10 litres d'essence, toi-même tu sais que tu as au moins 3 mois à 6 mois de prison à faire. Et avec ça, je pense que le jour où la loi va commencer par amener les gens en prison, beaucoup de gens vont fuir ce secteur-là. Il y a des gens qui sont nés dans ce truc-là depuis une décennie. Mais quand on parle de l'essence, c'est le dégât de l'essence, ça. Ce dégât qui est en train de causer là maintenant, moi ça m'a étonné. Parce que la pression que l'État a mis sur ce Fayao là, on n'allait pas encore à ce niveau aujourd'hui. Le gouvernement doit prendre des mesures. Bien d'avant, le gouvernement dit qu'il ne veut plus voir les vendeurs d'essence pleurer au bord de la voie. C'est une bonne initiative, mais il faut que le gouvernement trouve des mesures d'accompagnement. Nous avions appris que c'est un portable qu'on veut mettre en charge, alors que l'interrupteur a des problèmes. Donc il faut que le gouvernement les sensibilise pour que les endroits où ils font le dépôt des essences soient sécurisés pour que ces genres de choses ne se produisent pas dans notre pays. Sincèrement, il faut commencer par décroyer les gens. Et surtout leurs entrepôts, leurs magasins où ils mettent leurs trucs là. Dans quelles conditions on les met? Il y a encore des entrepôts d'essence au Bénin. Le gouvernement ne peut pas interdire la vente de paillot tout de suite. Parce que ça va créer beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le chômage qui crée tout. C'est le chômage qui crée tout. S'il y a d'emplois, vous voyez aujourd'hui, il faut voir par exemple nous les émigrants. C'est trop. Mais il n'y a pas d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, si on interdit paillot, il faut voir beaucoup de monde qui va encore rentrer dans les émigrants. Anticipé ce mardi 26 septembre 2023, le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions. Au menu, 3 200 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de budget à transmettre au Parlement pour examen et vote. Ainsi aussi, le recrutement de 105 agents des eaux et forêts.
Au cours de cette même session, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, a apporté des clarifications concernant les mesures du gouvernement pour éviter à l'avenir l'incendie causé par l'essence de contrebande à Semekrake. On le suit. Notre préoccupation, elle est légitime. Elle a toujours été celle du gouvernement qui, de tout temps, a considéré que cette activité ne saurait durer éternellement en la forme que nous lui connaissons. D'autant que le gouvernement a toujours été convaincu que c'est une question de politique intérieure au Nigeria qui favorise ou non cette activité. Et nous avons vu, par exemple, avec l'avènement d'un nouveau président, que la politique du Nigeria en la matière a changé. Cela impacte aussi cette activité chez nous. Mais il se fait qu'elle continue pour le moment. Sauf que ce gouvernement avait déjà pris la mesure de la situation depuis quelques années, à telle enseigne que depuis au moins 2 ans, je peux vous le dire, des séances de travail sérieuses ont eu lieu. La prospection a eu lieu hors de notre pays pour identifier des fabricants potentiels de mini-stations qui pourraient convenir à notre environnement afin que les acteurs soient reconvertis dans le secteur formel. Et pour tous ceux qui sont attentifs dans la ville de Cotonou notamment et environ, ils ont dû remarquer depuis quelque temps que sur certains axes, devant certaines devantures, il y a des socles en béton qui sont posés. C'est précisément parce que le gouvernement travaille sur la question que le comité qui est à pied d'œuvre a identifié en lien avec les mairies les endroits où les mini-stations pourraient être posées. Et je peux vous dire aussi que sur au moins 5000 mini-stations que le gouvernement avait décidé de commander, nous avions déjà réceptionné 2000 au moins, pour lesquels le travail d'étalonnage était en cours, lequel a été achevé, ainsi que le compte-rendu vient de l'indiquer la semaine dernière seulement. La société qui est en charge de ça a travaillé avec les maires des communes concernées, notamment les maires des communes du Grand Okoué, qui vont avoir dans la première phase le déploiement de ces mini-stations, ainsi que les communes dans lesquelles, à ce jour, il n'y a pas de station-service formelle identifiée. Donc, cette conjoncture malheureuse qui fait que nous avons perdu des concitoyens, mais aussi nos voisins de l'Est en ont perdu, et je m'incline à nouveau devant leur mémoire, cette conjoncture négative vient indiquer que le gouvernement a eu raison d'anticiper sur cette question et d'envisager déjà des mesures pour sécuriser cette activité, mais surtout pour formaliser le secteur et faire en sorte que nous n'assistions plus à ce spectacle dans notre pays, que les conditions de conservation et de distribution des produits pétroliers soient de nature à assurer la sécurité aux acteurs, mais davantage à l'ensemble de la population. Depuis ce samedi, l'équipe gouvernementale en charge de la question a multiplié les rencontres avec les acteurs pour s'entendre avec eux définitivement sur la nécessité, je dirais l'impératif de passer à la formalisation, d'organiser de la distribution, que, encore une fois, cela ne se produise plus. Et pour le point qui a été fait au gouvernement, ces acteurs sont aujourd'hui assez bien disposés à accompagner cette dynamique de formalisation et de sécurisation de l'activité de distribution de produits pétroliers. Je l'annonce au sommaire de cette édition, mini-station contre la vente en bouteille sans précaution. C'est la solution du gouvernement à la vente risquée à ciel ouvert de l'essence de contrebande. En effet, le gouvernement a fait l'option d'une réorganisation du secteur du paillot par reconversion de ses acteurs. Comment les vendeurs apprécient cette approche? La rédaction de l'ERTB a atteint l'opinion pour recueillir leur appréciation. Suivons ensemble. Ce revendeur d'essence frelatée exerce depuis maintenant 5 ans. Mais le drame de Semekrake va créer en lui un déclic. À l'annonce du drame de Semé, je suis entré dans un grand regret. C'est ce que je fais pour nourrir ma famille. J'apprécie la décision du gouvernement de réorganiser le secteur une fois que ça permet à ma famille d'être à l'abri du besoin.
Cette appréciation de la décision du gouvernement, ils sont nombreux à la partager. Cette réorganisation du secteur est la bienvenue pour moi, car l'essence frulatée ne dure pas dans les réservoirs et affecte les moteurs. Le fait de réorganiser, ça va protéger plus la population contre les incendies incessants que nous avons. Et on ne peut pas supprimer parce que ça donne à manger à beaucoup de personnes. Moi, je vis de ça. Pour d'autres, par contre, le scepticisme prend le pas sur toute autre impression. Si le gouvernement de mon pays décide de professionnaliser la filière paillot, j'attends ce miracle-là. C'est faisable, mais ça serait compliqué aussi. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut contrecarrer ce produit-là de là où il vient, comme le coton ou la production de coton, de soja. Le gouvernement met les moyens et suit les producteurs, que le gouvernement aussi suit ces gens-là. La solution trouvée par le gouvernement est déjà l'installation de ces mini-stations pour réorienter les revendeurs du paillot. La mise en place va être accélérée selon le ministre des Finances, de quoi susciter des interrogations, mais aussi de l'espoir. Vendre dans les mini-stations est bien mieux que d'être sans emploi. À quel prix on veut vendre cette essence à cette mini-station? Au prix de la station ou au prix de paillot? Si on peut vendre ça au prix de paillot, c'est une bonne chose. Si c'est de bons prix, est-ce que la station aussi va travailler? Les réponses à toutes ces interrogations vont sans doute être données dans les tout prochains jours. La première rencontre entre le gouvernement et les acteurs du secteur de l'essence de contrebande a eu lieu lundi dernier. Le Conseil des ministres de ce mardi 26 septembre 2023 a transmis au Parlement un projet de budget général 2024 à hauteur de 3 200 milliards de francs CFA, une légère hausse par rapport au budget en cours. Un projet de budget à forte sensibilité sociale, ainsi l'a indiqué le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. Suivez-le. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de budget général de l'État, gestion 2024. C'est une exigence constitutionnelle que respecte le gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016. L'exécutif a voté le projet de décret transmettant à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2024. Ça permet donc au gouvernement de tenir dans les délais constitutionnels, à savoir déposer le projet de loi de finances sur la table des députés une semaine avant l'ouverture de la session budgétaire. Le projet de loi de finances s'équilibre en ressources et en charges à près de 3 200 milliards de francs CFA. Contre 33 milliards 337 milliards de francs CFA de la loi de finances gestion 2023, soit un accroissement de 5,5%. Généralement, si le budget augmente, c'est une bonne chose. Cela montre qu'on a de l'ambition. Il y a tellement de besoins que l'État veut régler au même moment. Des besoins pris en compte avec un niveau d'allocation de ressources aux actions à sensibilité sociale qui atteindrait 41,9%. Dans un budget, vous avez les dépenses ordinaires, vous avez les dépenses d'investissement. Et lorsqu'on prend ces deux natures de dépenses qui font l'essentiel donc des dépenses donc, de l'État pour une gestion, le gouvernement a fait près de 42% pour les secteurs sociaux. Cela veut dire que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, la protection sociale, vous avez les projets qui touchent l'accès aux soins de santé, au social. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager et puis saluer. Le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2024 prévoit un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2024 contre 6,1% attendu à fin décembre 2023 et un déficit budgétaire qui s'établirait à 3,7% du PIB contre 4,3% projeté pour la fin de l'année 2023. Des chiffres qui confirment la résilience de l'économie béninoise en dépit du contexte économique mondial peu favorable.
Les bouteilles translucides contenant de l'essence frelatée provenant du Nigeria font partie du décor de nos villes au Bénin. En effet, des milliers de Béninoises rouillent vers le Nigeria pour ramener par des chemins de contrebande ce carburant très prisé au Bénin en ce moment où le débat fait rage autour de l'essence de contrebande. La rédaction de Canal 3 Bénin vous emmène dans cet élément sur les chemins de contrebande par lequel ce produit appelé payo entre au Bénin. Suivons ensemble. Dakplamé, localité de la commune de Kétou, située à 147 km de Cotonou, il nous a fallu encore 1 heure de temps sur des chemins sinueux, à travers des champs de pois d'Angole, de jatropha et surtout une nature sauvage pour atteindre cet estuaire du fleuve Ouémé qui voit passer chaque jour des milliers de litres d'essence de contrebande en provenance du Nigeria voisin et conditionnés dans ces fûts qui jonchent les lieux. Nous sommes dans le village de Agonlikpao, l'un des nombreux chemins de contrebande qu'utilisent les trafiquants d'essence. Ce lieu de trafic n'est pas directement frontalier d'avec le Nigeria, mais son intérêt est tout aussi stratégique. C'est la porte d'entrée de l'essence de contrebande dans une bonne partie des départements du Zou et des collines. Sur cette rive, en effet, nous sommes dans la commune de Kétou, dans le département du Plateau. De l'autre côté, à 5 minutes en pirogue, c'est la commune de Dassa, dans le département des collines. Ici, c'est nous qui conduisons les fûts d'essence que ceux du Yoruba meneurs au bord du fleuve ici payaient les essences à Ilara. C'est nous qui les conduisons et que ceux du Dassa, de Glazoé, de Paouyan venaient payer les essences ici. C'est nous qui les aidons à traverser les fûts dans les tonneaux que nous voyons autour de nous. Donc par ici, à moins d'1 kilomètre, nous sommes à Agbogoumé. En passant par ici, on est à Agbogoumé dans l'arrondissement de Paouyan, dans la commune de Dassa. Donc ceux que nous avons autour de nous, les jeunes viennent aider ceux qui font le trafic d'essence. Donc ils les aident à faire traverser les tonneaux que ceux qui avaient acheté viennent chercher au bord du fleuve là-bas qui conduisent à Dassa, Glazoé et consorts. Chaque jour, des milliers de litres d'essence transitent par ici en provenance de Ilara dans le Nigeria. Une fois la marchandise acheminée sur les bords de cette partie du fleuve Ouémé, les contrebandiers font appel à ces passeurs qui gèrent les lieux. Leur technique pour passer les fûts de l'autre côté dans la commune de Dassa est bien atypique. Mintre mna wa tozo pe fi. Bono kun gbetore dasato podo bali po. Bali yo e no to adi yo. Nous aidons les contrebandiers à passer le fleuve. C'est 2000 francs par tonneau d'essence, voire 3000 en période de crue. L'essence utilisée à Dassa, Savalou, Banté et autres passe par ici. Par jour, nous passons jusqu'à 120 tonneaux d'essence. Pendant la saison sèche, nous allons jusqu'à 200 tonneaux d'essence par jour. Leur clientèle est aussi constituée de voyageurs qui traversent à longueur de journée cette partie du fleuve Ouémé pour l'une ou l'autre commune. Il a dit qu'il a son petit frère à Ladji, derrière le fleuve, avant Atchedi. Il paye 500 francs. Cet embarcadère des contrebandiers perdu dans la brousse est connu uniquement des initiés. Au moins 70% de l'essence consommée au Bénin est issue de la contrebande et entre le Bénin et le Nigeria, cet amour illicite dure depuis plusieurs décennies sous la bénédiction tacite des autorités.
La junte au pouvoir au Mali a annoncé ce lundi 27 septembre 2023 le report de la présidentielle prévue pour février 2024 est censé marquer le retour des civils à la tête de ce pays en proie au djihadisme. Quelques citoyens béninois opinent sur cette déclaration du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Propos recueillis ESAE TV. Je me dis que il est bien vrai que c'est le colon qui nous a colonisés et nous disons que nous sommes indépendants, mais pour le moment, pas encore, parce que voilà une simple élection maintenant pour le Mali qui s'est donné avec ce pays où il y a toujours l'armée qui a le pouvoir aujourd'hui maintenant, ils ne peuvent pas organiser les élections. C'est tellement qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Parce que bon, une élection ne s'organise pas comme ça. Il faudrait quand même qu'ils ramènent là-bas la terre. Il est bien vrai que de ces pays, bon, ce qui se passe, c'est pas trop bon. Ça dépend du gouvernement qui sera en place. Parce que nous voulons que le peuple soit en paix. S'ils veulent vraiment, s'ils aiment vraiment le peuple malien, ils n'ont qu'à respecter les dates des élections ou bien les dates de la transition. Je ne pense pas qu'ils vont s'éterniser au pouvoir. Ils veulent régler certaines situations. Régler certaines situations avant de faire chose. S'éterniser au pouvoir, ça ce n'est pas une bonne chose parce que bon, il est permis à tout le monde d'être président, même vous aussi qui est là maintenant, ça peut un jour à l'autre. Donc il faudrait quand même que de ces dirigeants africains aussi là, quand ils finissent leur mandat, ils n'ont qu'à laisser le pays pour qu'une autre personne vienne gérer. Moi j'aimerais qu'il s'appelle Burkina Faso, qu'il s'appelle Mali, qu'il s'appelle Niger, qu'ils unissent leurs forces militaires pour combattre ceux-là qu'on appelle des djihadistes et autres, et finir avec les djihadistes. S'il faut donner conseil, la CEDEAO n'a qu'à unir sa force pour vraiment combattre ceux qui détruisent, qui tuent anarchiquement le paisible citoyen. L'ambassadeur du Niger à Niamey, Sylvain Ité, a quitté le Niger tôt ce mercredi 27 septembre 2023 et a atterri à Paris un peu plus tard dans la même journée, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Ce retour sur le territoire français intervient 3 jours après que le président de la République française Emmanuel Macron a annoncé dimanche dernier le rapatriement de l'ambassadeur. Les citoyens béninois commentent cette actualité au micro de ESAE TV. Enfin, je suis heureux, je suis content qu'enfin l'ambassadeur a été rapatrié chez lui. C'est mieux. Parce que tu es quelque part où tu es rejeté, retourne à ta maison. C'est la meilleure solution. Parce que les Nigériens ne veulent plus de l'ambassadeur là. Parce qu'à cause de ces problèmes existants. Et ils ont leurs raisons. L'ambassadeur, il a refusé de collaborer avec les nouvelles autorités, soit disant qu'il ne les reconnaît pas. Comme son président l'a dit, Macron. On dit qu'ils ne reconnaissent pas, c'est des pushistes, ils ne reconnaissent que le président Bazoum. Mais les Nigériens étaient déterminés, ils ont imposé un blocus. Si bien que l'ambassadeur, il ne pouvait pas supporter. La situation était devenue intenable. Et vraiment, le président Macron était obligé de rappeler son ambassadeur. Je m'y attendais, j'étais sûr. Comment se fait-il qu'un pays souverain comme le Niger vient après un coup d'État, dit qu'il n'a plus besoin de tel ambassadeur venant de la France? Il y a l'article 46 qui dit ceci de la loi diplomatique. Quand vous envoyez un ambassadeur dans un pays, ce pays-là peut dire tel ambassadeur que vous nous avez envoyé, on n'a pas besoin. Mais quand le gouvernement de Tiani connaît bien les droits,
le droit international. Il est allé fouiller les accords de Vienne, signés le 18 avril 1961 par tous les États du monde. Article 9, alinéa 1er et 2, qui dit quand un ambassadeur arrive dans un pays, il présente les lettres de créance à l'État qui le reçoit. Et quand l'État n'est plus en mesure de supporter ce dernier, il peut demander purement et simplement son départ. Là, on dit persona non grata. Cela ne veut pas dire que le Niger est contre la France. Le Niger est contre la politique française qui est là actuellement. Donc, sincèrement, je suis vraiment content pour ce retrait-là. Et d'ici en décembre, les militaires qui sont là aussi vont se retirer. C'est une décision sage et mature, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'imposer lorsqu'on n'est pas du pays. La France est un pays comme le Niger. Enfin, ça permet à la France de négocier autrement sans cet ambassadeur qui est devenu personnel non grata au Niger suite à un coup d'État. Moi, je pense qu'ils ont perdu le temps pour rien. Ce qu'ils devaient faire dès le début, ils ont traîné. Et finalement, ce qu'ils ne voulaient pas, et c'est ça qu'ils ont fini par faire. Ça ne m'étonne point. Et il est revenu à la raison, M. Macron, parce que c'est un jeune président que moi j'estimais beaucoup, parce qu'il a pu faire beaucoup d'ouverture politique internationale par rapport à l'Afrique. Aucune conséquence. Parce que le Niger n'est pas la France, c'est deux pays différents. Le Niger est à part, la France est à part. Certainement, ils ont signé des accords de partenariat, des accords militaires. La junte ils ont déjà annulé tous ces accords-là. Les membres du gouvernement ont tenu une séance d'échange avec les postulants désireux de s'inscrire sur le fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. C'est une rencontre de vulgarisation de la décision de dérogation à l'âge. L'âge, un critère qui compte dans le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques. Pour en comprendre davantage sur le sujet, je vous invite à suivre cet élément réalisé par l'ERTV. Après la soutenance de la thèse, commence pour les nouveaux docteurs un autre chemin de croix pour avoir accès aux amphithéâtres en qualité d'enseignants. Plus le temps passe, plus ils prennent de l'âge et peuvent voir leurs rêves s'effriter à cause de la limite d'âge. Avec les réformes, il a été instauré un fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur et un nouveau mécanisme de recrutement. Dans une démarche hautement sociale, l'exécutif a décidé de prendre en compte les postulants remplissant les conditions de titre et qualification, mais frappés par le critère d'âge. S'il fallait appliquer les tests stricto sensu, il y en a qui se verraient dans l'impossibilité de s'inscrire. Et les arbitrages ont conduit à ce que les deux lots qui sont concernés ici, tout renseignement pris, cela concerne autour de la quarantaine de personnes, je dirais maximum la cinquantaine. Donc, le gouvernement a arbitré et a décidé que vous ayez aussi le droit, malgré les restrictions textuelles, que vous ayez le droit de vous inscrire sur la plateforme, donc le fichier national, et que vous fassiez valoir aussi vos compétences lorsque les recrutements vont s'ouvrir. Pour assurer une sélection transparente basée sur des critères de compétences, le gouvernement a donc décidé d'accorder le bénéfice de la dérogation à tous les requérants conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. Je peux vous dire que c'est presque une première fois que nous recourons à l'application de cette disposition. Donc, ceux qui ont plus de 45 ans peuvent concourir bientôt. Je veux vous rassurer de ce que, comme le gouvernement de la rupture en a l'habitude, le test qui sera organisé le sera en toute transparence. Là, vous pouvez vraiment compter sur nous. La marche a été laborieuse. Vous avez fait montre de beaucoup de pondérance, de courage, de détermination. Notre grande reconnaissance,
c'est vraiment au chef de l'État qui a suivi et qui a compris et qui s'est dit oui, effectivement c'est un problème. Mais quand il y a un problème, on doit trouver des solutions. Merci au président de la République et tout son gouvernement et tous ses collaborateurs d'avoir pu trouver, comme des juristes de haut niveau, cet ancrage-là. Nos vies étaient devenues des vies de vacataires, de grande précarité. Donc une fois encore, merci. Merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui, enfin de démarrer notre vie professionnelle. Le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin est plus que jamais huilé et les candidats promettent ici de réussir au test. Et puis on parle religion à présent. La communauté musulmane a célébré ce mercredi 27 septembre 2023 la fête du Maouloud. Anniversaire du prophète Mohammed, cette journée permet de célébrer la naissance du prophète. À cette occasion, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe, pour s'enquérir de l'importance de cette fête. Suivons ensemble. Maouloud, le mot est un mot arabe. Arabe qui est un complément du nom, Ism al-Mafoul. Ce que les gens voulaient dire, c'est Maoulid. Maoulid qui veut dire le lieu ou la date de la naissance de n'importe qui. Maouloud, si nous l'avons appliqué de cette compréhension, on l'applique à la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le 12 Rabiul Awwal, le 12e jour du mois de Rabiul Awwal, Muharram Safar Rabiul Awwal, c'est le 3e mois de l'année lunaire, qui était le jour de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de divergences ou bien beaucoup de mentalités à propos de cette journée. Parce qu'il y a des gens que leur compréhension est de dire de célébrer cette journée et d'autres qui l'interdisent catégoriquement. C'est bien vrai, ça rentre dans le sens de la compréhension de chacun de ces groupes. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il est né et qu'il a eu la révélation, il n'a pas célébré cette journée, et ni les compagnons qui étaient après lui n'ont pas célébré aussi cette journée. Alors, et pourquoi après le départ du prophète, après une dizaine d'années ou plus, les gens ont amené cette pratique dans la religion? Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup d'autres personnes qui n'acceptent pas l'idée. C'est tout comme ce sont des nouveaux qu'ils ont amenés dans l'islam. Et tout ce qui est appelé nouveau à l'islam, alors est devenu hors de la croyance musulmane. Mais d'autres qui le célèbrent peut-être dire que nous allons revivre la compréhension, la croyance, l'amour du prophète dans le cœur des fidèles. Mais ça revient maintenant à la pratique. Comment célébrer cela? Donc, moi, je n'invite pas à la célébration parce que c'est une chose qui n'est pas du tout logique selon la compréhension de l'islam. Mais si quelqu'un se retrouve dans l'obligation de célébrer cela et que peut-être il y a des pratiques à son entour qui l'obligent à célébrer ou bien à commémorer cette journée, alors qu'il essaie seulement de parler de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il essaie de rappeler les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il essaie de rappeler les traditions, les enseignements nobles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés, et qu'il essaie de revivre l'amour du prophète dans le cœur de la famille, de son entourage. C'est ça la seule manière de célébrer. Et que si cette célébration peut-être va se regrouper dans la mosquée et que les femmes et les hommes seront mélangés, ce qui est illicite dans notre compréhension, dans notre religion, où il y aura des danses, des tam-tams, ce que l'islam ne nous a pas recommandé,
Et il y a aussi des pratiques où on oublie totalement la prière quotidienne, on oublie de prier à l'heure. Alors nous disons que cette célébration n'est plus dans la logique, c'est catégoriquement interdite et que le musulman doit y conformer. Cette édition se poursuit. L'initiative des classes socio-éducatives sera implémentée cette année dans 20 collèges d'enseignement général sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil des ministres l'a annoncé lors de sa séance du mercredi 20 septembre dernier. À terme, cette initiative va inculquer aux apprenants des valeurs et des savoirs adaptés aux réalités sociales de leur temps. Arcade Assogba, socio-juriste et cinéaste, apprécie cette initiative. Suivez. De ce que j'ai compris des classes socio-éducatives, c'est, de mon point de vue, une façon pour le gouvernement de rendre beaucoup plus formel, comme vous venez de le dire, quelque chose qui a déjà démarré il y a un moment. Et je pense notamment aux classes sportives et aux classes culturelles. Et je pense qu'il était temps, les acteurs attendaient depuis fort longtemps cette décision importante du gouvernement qui les installerait complètement et ce qui les rassurerait par rapport à une initiative que le gouvernement a déjà commencé par déployer depuis quelques mois, de façon concrète, un peu plus tôt pour les classes sportives et un peu plus tard pour les classes culturelles. Je pense que si le gouvernement a réussi à faire quelque chose d'important par rapport à ses promesses dans le secteur des aides de la culture, moi je dirais que c'est surtout cette initiative-là qui s'intéresse aux acteurs et non pas uniquement à l'infrastructure et dont l'impact n'est pas si aisé à appréhender. Et donc par rapport aux acteurs, on pourrait dire que depuis quelques mois, il y a un certain nombre qui sont équipés, qui ont été formés, qui sont déployés un peu partout à travers le territoire national et qui forment la jeunesse à comprendre et à pratiquer l'art, disons, puisque c'est des gens qui ont été... C'est un programme qui a subi un véritable équipement de grandeur nature, je dirais, et des gens doués, des gens disponibles qui depuis essaient de former les nôtres. Je fais le pari que c'est une initiative qui va avoir un véritable impact dans même pas 5 ans, dans quelques années là, et sur ne serait-ce même que le rapport qu'on peut avoir par rapport aux créations artistiques et culturelles. Et si je déborde de là, je dirais le rapport que le pays et les gens du pays, les acteurs qui s'investissent ou les jeunes pour ce qui arrive pourraient avoir par rapport à la chose sportive. Et donc en cela, je pense très sincèrement que c'est l'une des choses les plus réussies du gouvernement Talon et depuis 8 ans qu'il est là. Restons toujours avec le cinéaste Arcade Assogba, le juriste de formation. Il voit un autre moyen de création d'emplois et de révéler des talents. Suivons ensemble. Il n'est pas dit que dans un pays comme le Bénin, tout le monde doit finir douanier, tout le monde doit finir talent, tout le monde doit finir économiste, je veux dire, tout le monde doit finir homme d'affaires, tout le monde doit finir, ministre et compagnie. Il faut savoir qu'un pays, c'est un tout. Et que l'éboueur a sa place. L'éboueur devait pouvoir être considéré autant que le président de la République. De mon point de vue, c'est cela. Et que tout le monde a droit à une certaine dignité dans le pays. Et donc, en ouvrant un peu les passerelles, en permettant à des gens qui ont des talents avérés dans la musique, dans le théâtre, dans la danse et dans le sport, d'être déjà pris en charge très tôt, parallèlement à l'enseignement classique qu'on leur donne, et être même amenés à peut-être retrouver leur vocation à partir de cet exercice, de ce programme, je trouve que c'est très important. C'est une façon d'aller vers un certain équilibre on va dire, dans l'architecture sociale du pays. Et donc, je pense que le résultat ne manquera pas. Et que bientôt, les gens qui aujourd'hui ont du mal à appréhender, bon, c'est vrai que tout le monde veut être Neymar, mais il y aura des milliers de jeunes qui vont jouer au ballon, mais il y a un seul Neymar. Mais au moins, les parents qui avant décourageaient leurs enfants par rapport au sport, ceux qui considéraient que parce que les sportifs sont en détresse, c'est des gens qui sont complètement bannis de la société, ceux qui pensaient qu'ils auraient échoué lorsque leurs enfants ne deviennent pas docteurs,
ne deviennent pas docteurs ou, je ne sais pas, magistrats, ils commenceront tout doucement par comprendre de façon réelle que tout le monde n'est pas appelé à être docteur, médecin, ministre et compagnie, et qu'on peut bien réussir sa vie de façon digne en étant sportif, en étant artiste. C'est un grand mot, hein, en étant artiste, en étant cinéaste. Et je pense que tout doucement, on va atteindre, on va dire, une certaine... un toilettage un peu, même on va dire au niveau mental de notre population, et réussir à donner du goût pour l'art et pour autre chose à ces gens, à ces jeunes qui, on pourrait dire, en comparant à ceux, les jeunes d'aujourd'hui, vous voyez, pendant longtemps, depuis quelques mois, on est en lutte contre la cybercriminalité, mais les jeunes, quand ils veulent s'exprimer, ils disent quoi? Ils disent on n'a rien, on ne nous propose rien. Et donc, puisque tout le monde est devenu douanier, tout le monde veut avoir la caisse du douanier, la femme du douanier, et c'est pas la veste du douanier, on est obligé d'aller chercher de l'argent, voilà, dans des choses qui nous mènent dans des abysses. Désormais, ce serait possible d'apprendre la musique en dehors de toutes les notions de culture, de toutes les notions de science qu'on a acquises. Savoir être capable de taper dans le ballon. À défaut d'être grand joueur, on peut devenir entraîneur. À défaut d'être entraîneur, on peut devenir chroniqueur sportif. À défaut d'être chroniqueur sportif, on peut devenir, je sais pas, organisateur d'un groupe de supporters. À défaut de. Et ça structure et ça essaie d'aseptiser un peu ce milieu. Et ça nous permet de donner à chacun la dignité qu'il mérite dans la République. La nouvelle phase de l'opération de libération des espaces publics ne manque pas de faire des victimes. Les vendeuses installées sur les artères longeant la voie du marché Zeplak crient le ras-le-bol. Interrogées, elles se sont prononcées dans ce reportage réalisé par Eden TV. Ils ont dit qu'il faut laisser une distance de 3 mètres. Ils l'ont dit, mais la réalité est tout autre ici. À Zeplak, plus précisément sur la voie du marché. Certains étalages sont toujours ici, placés à leurs endroits habituels. Malgré cela, les plaintes ne cessent d'être enregistrées. Il y a 3 jours, ils ont commencé par nous renvoyer de la voie. Très mal propre. Il y a de la boue, des matières fécales un peu partout. Le marché n'est pas grand. Depuis le matin, je n'ai rien vendu parce que je ne peux pas étaler mes marchandises. Ils ont enlevé ma tôle que j'ai placée devant ici. Les dégâts qu'ils m'ont causés ne sont pas si graves. Si pour certains, c'est une mauvaise démarche, pour d'autres par contre, c'est une bonne chose. C'est bon parce que les dames ne peuvent rester dans le marché même. Elles préfèrent venir rester au bord de la voie, alors que le bord de la voie est un peu trop risqué. On a des camions qui tournent au niveau du carrefour pour aller au pont bascule de Yopor. Ce qui fait que souvent, dans le fait de tourner, c'est un peu risquant. On voit les camions passer juste au bord du goudron et à tout moment, ça peut dévier. Le marché là, c'est un peu proche sur la voie. Si on laisse les gens rester sur la voie là, tu vois que ça va causer un dégât. C'est pourquoi on a dit de rentrer dans le marché. C'est notre intérêt. Si tu as la voie, si ça faut passer, il y a un accident ici. Il répond, il y a un accident. Mais qui va supporter ça? C'est eux-mêmes qui vont supporter. Qui vend quoi? Tu vends gari ou bien sur la ville? Est-ce que ça peut te supporter? Ça ne doit te supporter. L'occupation anarchique des artères est due à plusieurs situations. Selon les occupants, les responsables à divers niveaux ont aussi un rôle à jouer afin de permettre le respect strict des réglementations en vigueur. De venir indiquer les gens, de bien installer les gens dans le marché pour ne pas arriver au bord de la route. Parce que pour rester au bord de la route, là, c'est pas pour de rester dedans. Il n'a qu'à vous arranger dans le marché. Le marché là aussi, il y a des barbons, c'est pas bien, il n'a qu'à bien arranger ça.
Parce que les gens disent que quand si la pluie tombe là, ils disent qu'il y a plein de l'eau dedans. Il a demandé aux autorités de la commune, de l'arrondissement de venir un peu aménager le marché. Quand il y a tellement de la boue que c'est très difficile de rester à l'intérieur. Il y a ça aussi qui amène les dames vers le port. Et aussi, il se fait que la couture qui est devant le marché ne laisse pas trop d'entrée. Donc on est obligé de passer seulement aux deux portails. Et parfois les bonnes dames exposent jusqu'au portail. Donc s'il peut aussi nous dire quelques entrées supplémentaires, ce serait un peu bien pour le marché de cette là. Le processus de libération des artères est bien, mais il faudrait beaucoup plus impliquer la population dans son déroulement. Toujours dans le même registre, le grand marché à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest d'Antokpa n'a pas échappé à la nouvelle phase de l'opération de libération des espaces publics, quelques jours après le déguerpissement. Quel visage affiche le marché d'Antokpa? Élément de réponse dans ce reportage signé Eden TV. Le marché d'Antokpa de Cotonou n'a pas échappé à l'opération de libération des espaces publics entamée depuis quelques jours dans les grandes villes du Bénin. Les commerçants qui occupaient l'axe 4 thérapies, station Legba, ont été dégagés, donnant ainsi un nouveau visage à l'axe et par ricochet au marché. La circulation est fluide, ce qui contraste avec le constat d'embouteillage qui prévalait avant l'opération. Plus d'étalage et de marchandises débordant sur la chaussée, encore moins de taxi-moto ou minibus en stationnement. Des usagers du marché s'en réjouissent. On ne peut que féliciter le gouvernement pour cette initiative parce que tout pays qui se respecte, il y a des places réservées pour ces personnes-là pour exercer leur activité en toute personne. Je ne pense pas que l'État va les laisser juste comme ça après la répression. C'est dans le bien commun quand même. Après le déguerpissement des vendeurs et vendeuses, le marché a changé de visage. Depuis le carrefour, vous voyez aisément sur tout le tronçon et la voie est libre. Il y a trop qui fait ça parce que franchement l'oxygène c'est bien l'air, il faut circuler, c'est bon. Et ça empêche aussi le monde qui tire partout de gauche à droite ici, surtout à Tokpa. Les autres ont opté pour ça hier et aujourd'hui les enfants en bénéficient. Je pense que c'est difficile mais demain on va en bénéficier. Jean-Claude Zomagba, conducteur de minibus, plaide non seulement pour le relogement de ses commerçants, mais aussi pour la construction d'un parking pour les minibus. Nous implorons les autorités afin qu'elles trouvent à tous ces commerçants de nouveaux emplacements. C'est leur gagne-pain. Parmi eux, il y a des veuves qui n'ont que ça comme activité pour subvenir aux besoins de leurs enfants et depuis l'opération, plus de ventes. Pour nous aussi conducteurs de minibus qui sommes obligés de stationner dans les vents ou au bord des voies, que les responsables pensent à doter le marché de parking. Pour mieux cadrer ces commerçants, des chicanes sont placées par endroits et la police républicaine veille au gré à travers une patrouille. Une mission conjointe entre les membres du gouvernement béninois et le système des Nations Unies a fait don d'un important lot de kits et équipements répondant aux besoins des personnes réfugiées à Materi et Tangueta, d'une valeur estimée à 2 millions de dollars américains. Cette assistance est le fruit des efforts entrepris depuis juin 2023 par les Nations Unies pour soutenir les personnes déplacées par l'insécurité. Reportage signé Canal 3 Bénin. Pour réduire les disparités dans l'accès équitable à l'éducation dans certaines communes défavorisées, une délégation conjointe du gouvernement béninois et du système des Nations Unies a effectué une descente à l'EPP Merhoum à Materi. Objectif: offrir des kits scolaires aux écoliers burkinabés victimes de l'extrémisme violent réfugiés dans la localité. Un geste qui intervient après la rentrée scolaire. C'est très important qu'une fois encore j'exprime la reconnaissance et la gratitude du gouvernement face à tout ce qui est en train d'être fait par le système des Nations Unies. Au cours de cette descente,
La délégation conjointe a visité l'atelier de fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables confectionnées par les femmes et filles. Ces kits seront distribués aux femmes réfugiées burkinabées. En ce qui concerne les femmes, il faut dire que personnellement, je suis très heureux de constater qu'elles sont bien intégrées, qu'elles vivent bien et qu'elles ont certainement compris qu'en fait, la frontière ne doit pas nous diviser. Au centre de promotion sociale de Tanguieta, des kits de dignité pour les femmes, des articles ménagers de première nécessité pour les familles, des kits aux victimes des violences basées sur le genre et des fertilisants pour stimuler la production agricole ont été mis à la disposition des personnes déplacées forcées. L'objectif de cette descente sur le terrain est double. D'abord, c'est de répondre à la requête du gouvernement du Bénin de contribuer à la réponse humanitaire en faveur des populations qui ont été déplacées par l'insécurité. Et deuxièmement, c'est aussi pour le système des Nations Unies de venir ensemble et de manifester notre solidarité avec les populations vulnérables. Je crois qu'il y a deux messages importants à ajouter. Le premier, c'est de saluer l'hospitalité du Bénin, du peuple du Bénin, mais aussi du gouvernement béninois. Le deuxième message, c'est que pour nous, Nations Unies, aujourd'hui, nous parlons d'assistance humanitaire, mais en réalité, nous sommes déjà présents à travers différents programmes. Nous sommes présents à travers les programmes de développement. Il y a même des programmes humanitaires qui ont commencé avant et qui continuent. Avant les étapes de Materi et Tanguieta, la délégation était à Natitengu pour la remise de matériel médico-chirurgical au directeur départemental de la santé à Takora. À travers cette action, les donateurs optent ainsi pour l'amélioration des prestations sanitaires offertes aux patients. Mercredi 23 août 2023, un mercredi noir, c'était pour les habitants de Tankpe Parana à Abomey-Calavi. Une douzaine de maisons a été broyée sur décision de justice. Un mois après ce drame, quelle est la situation actuelle des sinistrés? Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée à leur rencontre. Voici le constat. Plus de 30 jours sont passés depuis ce mercredi sombre à Tankpe Parana, dans la commune d'Abomey-Calavi. Pourtant, la douleur et l'émoi restent dans le cœur des sinistrés. Devenus des sans domicile fixe depuis ce drame, les victimes sont demeurées sur les lieux dans des abris de fortune, ce qui ne serait pas du goût de la partie adverse. Il y a cette convocation, c'est d'où? Il y a cette convocation de la commissariat. Il y a commissariat. Bon, les bifins, mais bon, moi, nos filles, salon, ouais, non, mais aussi salon. Et ouais, non, il me faut quoi non, beaucoup si vous venez nous, nous cadre film, nous tuons beaucoup de filles, et à tout à l'heure, il y a ben, nako, nous, à mon dieu, que bah, il fait, nous mettons les BCC, ou mille filles, beaucoup de tueurs, beaucoup de filles, vogue, tout bon. Il y a des convocations, peut-être, sort des waillots, beaucoup de gélés, il y a des coutons, Saint-Léo. Mais maman, fier lors de midi, nous m'en dehors, et d'eau, numéro igbaleme, et d'eau, igbaleme. Mais dès le don, rapprochement avec nous, l'ordre, bali doumi, le fil, vous baissez, mais fini. Et quand ça, quand on a attaqué, et waouh, zozo, et d'eau, il peut être en l'air, il y a un ban, bonaya, qui m'en bossa. Donc, bidon et tout, mais nous n'avons pas mais bon, papa, il n'y a pas, il n'y a pas, bon, n'a consigne. Et n'a conscient de vous savez au moins il n'y a pas de beau jeu de demain mon fils de namon non et bien mais très bon gontier avec babi ben au bon mais les gombo avec babi ben les pour fils bodo ne on bloya dit et mina y convocation wa nous fille mi mon convocation mi mais balé bien ma convocation nous bi bodo mi dona dégager mi les ko ikwe bona sanwe. Toutefois, selon les représentants de l'association du développement de Tankpe, une issue avait été trouvée au contentieux grâce à l'intervention du Conseil consultatif foncier. Première intervention, ils nous ont écoutés, ils ont eu les dossiers, les ont examinés. Après avoir examiné, ils nous ont reconvoqués. Cette fois-ci, avec tous les propriétaires terriens
pour leur dire la décision finale. C'est de dire que le domaine sera déclaré d'utilité publique. C'est l'État qui doit gérer. Va faire face aux deux citoyens qui sont les acquéreurs, qui sont aussi les propriétaires. Donc, nous étions tous contents, heureux. Mais cette convocation du commissariat semble avoir éteint cette lueur d'espoir dans le cœur des sinistrés. Au dire du président de l'association, les autorités locales ne sont pas informées de la convocation qui leur a été adressée. Dans un même esprit, avec ses voisins, il implore l'indulgence du gouvernement. Mais il y a un groupe de personnes qui sont ceux qui ont convoqué dans cette affaire. C'est parce que quelque part, lorsqu'ils ont cassé, la loi n'a pas été respectée. Donc c'est comme si nous sommes dans un pays où il y a fonctionnement à double vitesse. Nous appelons à la responsabilisation des responsables à différents niveaux pour qu'ils fassent exécuter ou respecter la loi. Pour rappel, des bulldozers avec l'appui des forces de l'ordre ont investi le mercredi 23 août le quartier Tankpe de la commune d'Abomey-Calavi et ont sur leur passage cassé une douzaine de maisons, laissant des propriétaires au soir de leur vie à la rue avec leur famille. Dans le département de l'Atakora, à Kotamaku, se trouve un site touristique qui se distingue par son architecture traditionnelle composée de Tatasomba. Depuis le 18 septembre dernier, il figure sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. La rédaction de l'URTB s'est intéressée à ce sujet. Voici le récit. C'est une houle profonde de campagne et de forêt. Une corbeille aux fibres entrelacées, un appel de l'esprit. Ici, le paysage pittoresque qui se dresse est celui du Kutamaku. Valeur universelle exceptionnelle, le Kutamaku du Bénin fait désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Inscrire un site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est comme un label que vous recevez pour montrer quand même le rayonnement, l'attractivité de ce site-là, que ce soit national, régional et au plan mondial. L'inscription a été faite par extension. Cela suppose que le site a été déjà inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO en 2004 par le Togo. La grande partie, plus de 80% de cette superficie est dans la partie Bénin. Vous voyez que c'est une réjouissance que cette justice a établie pour que le Bénin soit désormais pris en compte comme pays qui est entre autres copropriétaire de ce site, je veux dire patrimonial et mondial aujourd'hui. Vaste territoire transfrontalier, Kutamaku se distingue par son architecture traditionnelle composée de Tatasomba et des espaces naturels auxquels sont associées des pratiques socioculturelles encore vivaces. D'abord, il faut comprendre que vous avez déjà mis le pas sur les facteurs que nous recherchons. Quand il s'agit d'un produit touristique, le premier facteur, c'est l'attractivité. Et cette attractivité aujourd'hui engendre des indices de désirabilité, les indices de fréquentabilité. Et tout ça là vous conduit maintenant vers l'indice de rentabilité. Le nord de notre pays a beaucoup de potentialités. Vous savez que nous avons déjà la Pendjari qui a été confiée à African Park, qui fait déjà un travail formidable. Et nous avons les chutes de Kota, nous avons également la route de Tata. Donc Kutamaku qui vient s'ajouter à cet édifice fait que l'offre touristique au nord va augmenter. Nous avons 3 sites déjà inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO à travers les palais royaux d'Abomey, qui engendrent déjà le tourisme culturel. Vous avez Glédé, le mas Glédé, le patrimoine immatériel, et en plus vous avez le parc national de la Pendjari, dans lequel nous avons le tourisme synergétique, le tourisme de nature. Déjà, vous savez, le gouvernement a anticipé, puisqu'il y a déjà la route des Tatars, qui est un projet qui existe
Et vous voyez que le site est même déjà confié au programme géré par l'ANPT à travers Eco-Bénin, qui ont déjà mis un dispositif d'animation et de gestion du site. Et la joie à venir, c'est quoi? C'est qu'il y aura beaucoup de recettes qui se feront grâce à la visite des touristes. Une manne en perspective. L'enjeu, désormais, sera la conservation et la préservation de ce site. Très important de ne pas oublier dans notre euphorie la question de la conservation du bien qui est inscrit sur la liste patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut rappeler que avant même qu'un bien soit inscrit, c'est déjà les efforts fournis, les ressources engagées, les ressources humaines, matérielles et financières mises en place pour gérer et protéger ce bien. Et donc, si nous commettons l'erreur de ne pas rester dans la même dynamique et donc de mettre toujours en place les mêmes moyens, à tout moment on peut perdre cela. C'est vrai que nous voulons des touristes, mais on ne veut pas également endommager notre pays. On veut un tourisme durable qui va permettre, qui va faire de sorte que demain, nos petits-enfants pourront voir le Koutamakou. Mettre en place une chaîne de valeur impliquant les populations autochtones est enfin le plus grand défi pour la conservation et la protection de ce bien désormais universel. Des spécimens innovants dans le foyer écologique sont de plus en plus visibles dans notre environnement. Une équipe de la rédaction de la télévision nationale vous fait découvrir un foyer tout particulier. Ce dernier fonctionne à base de l'huile à moteur usagée et a même une vocation écologique. C'est l'invention d'un artisan soudeur sans parcours académique particulier, un foyer qu'il a surnommé Dukbo. Suivez plutôt. Seulement quelques minutes auront suffi pour faire bouillir cette eau. Et la combustion est issue de cet assemblage de fer. Un nouveau modèle de ce foyer écologique Made in Benin. Il en existe plusieurs spécimens de nos jours. Des inventions artisanales qui ont toutes pour but réduire la pression sur la biodiversité. Celui-ci a une particularité, il fonctionne à base d'huile à moteur usagée. Huile à moteur, vidange usagée. Huile à moteur usagée qu'on avait mis, on avait fait vider dans voiture ou bien dans moto. Nous avons surpris son inventeur en pleine fabrication de ces foyers dans son atelier. Un agencement de fer et de tuyauterie dont lui seul a le secret. Un véritable colmatage pour en sortir le foyer qu'il appelle Dukbo. Ignace Untondi est un soudeur, un peu moins de la quarantaine. Il a découvert le caractère combustible de l'huile à moteur usagée pendant qu'il était en apprentissage. Moi, quand je suis apprenti, je prends vidange pour préparer. Et ça donne bien, ça donne bien. Même si on avait trouvé un petit bois et on a fait notre foyer avec ce foyer qu'on fait avec du bois et des briques là. Si on avait fait, on veut commencer, on va préparer. Si on a mis vidange dedans là, ça nous sert avec le petit bois là que nous on prépare. Un réservoir pour conserver le produit inflammable, l'huile à moteur usagée, le tout alimenté par un générateur fournissant de l'énergie électrique et le foyer Dukbo peut aussi cuire les aliments une fois connectés aux plaques photovoltaïques. La chose qui utilise courant là, ça peut encore utiliser encore batterie. On a tous les systèmes ici. Il y en a pour batterie, il y en a pour courant. Et ça fait une bonne chose dans l'environnement. Sinon avant là, des fois les gens jettent ça dans les caniveaux ou bien n'importe dans les bas-fonds. Mais si on a jeté ça dans cet endroit-là, ça tue les... Peut-être ça, si ça rentre dans le caniveau, ça peut aller rentrer dans notre rivière ou bien... Le foyer, une solution au rejet dans la nature des huiles à moteur usagées. Un début de la fin du massacre écologique occasionné par ces déchets nocifs. L'intelligence artificielle s'étend de plus en plus dans le quotidien urbain. Cette technologie qui a pour but de simplifier la vie en facilitant
Plusieurs tâches aujourd'hui ne laissent pas indifférents les enfants. Des connaissances liées à l'intelligence artificielle, la rédaction de Canal 3 Bénin est entrée dans l'un de ces lieux de savoir du numérique afin de vivre l'initiation des enfants. C'est pour simplifier des fractions. Et le programme, lorsque nous allons l'écrire, si un utilisateur arrivait à venir dans le programme et qu'il entrait une fraction, le programme même va le rendre immédiatement irréductible. Donc nous sommes en train de travailler, c'est ce que nos amis sont en train de faire. Âgé d'à peine 14 ans, Triomphe nous présente le back-end de son programme informatique. Comme lui, ils sont nombreux, ces jeunes apprenants qui ont développé des projets technologiques grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est ici, dans cette bibliothèque, que tout se déroule. Une lettre pour chaque rubrique. Passionnés du numérique et surtout de l'intelligence artificielle, ces enfants ont décidé de participer à une école d'été afin d'en acquérir les bases. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc, j'avais toujours envie de faire de l'informatique. Surtout que vu l'évolution du monde, nous tendons vers un monde technologique, un monde scientifique. Et moi, j'ai poussé ma réflexion loin. Je me suis dit, si très tôt, nous qui vivons dans cette génération et qui vivront plus tard dans une autre génération, ne nous habituons pas à cette technologie qui est en train de prendre de l'ampleur là, nous ne nous retrouverons pas à notre place. Et alors moi, j'ai voulu faire l'intelligence artificielle afin que dans les années à venir, je puisse m'habituer au cours de la vie. J'ai très bien aimé parce que quand je serai de retour chez moi, je vais programmer, créer des jeux pour mes frères, ils seront heureux de jouer. Subdivisés en plusieurs groupes selon leurs projets, ces futurs data scientists sont guidés par des formateurs aguerris. Le programme d'été pour les juniors, cela consiste à les initier dès leur bas âge à la programmation, de manière à pouvoir se familiariser avec un certain nombre de notions telles que les algorithmes, un langage informatique, les variables, les boucles, l'encodage et le décodage binaire. À l'école, au cours de l'année, c'est beaucoup plus de la théorie. Et ces initiatives, en fait, viennent corriger ou permettre un peu aux enfants de pouvoir toucher du doigt ce qu'on leur enseigne, de mettre en pratique. En fait, nous développons en eux des compétences transversales, c'est-à-dire telles que, par exemple, la résolution des problèmes, la pensée critique, la créativité, bref, tous ces éléments que nous développons en eux au cours de ce genre de formation. Pour leurs proches et parents, l'initiation des enfants à l'intelligence artificielle est une plus-value à leur formation générale et il leur faut un environnement qui favorise le développement de leurs compétences. Il était très excité à l'idée de participer et quand il a déposé sa candidature, il était stressé. Donc le jour, on lui a dit qu'il était pris. Voilà, il était très heureux. Et j'ai remarqué que depuis qu'il a commencé la formation, il est plus passionné. Il est toujours sur l'ordinateur, en train de programmer avec Scratch, en train de réaliser les exercices que ses professeurs lui ont donnés. Je suis émerveillée déjà parce que moi je ne comprends rien à tout ce langage, à tout ce qu'ils sont en train de raconter. Mais au moins je sais qu'ils ont fait du bon travail et que les formateurs leur ont appris de très bonnes choses. Et puis je sais quand même que ça va être très très lucratif pour chacun d'entre eux. Le monde de demain se crée aujourd'hui, dit-on. Cette initiation des enfants à l'intelligence artificielle les prépare pour l'avenir. L'école d'été n'est que le premier pas, mais c'est déjà un progrès important au regard du développement du numérique et des nouvelles technologies. Préjugés, moqueries et rejet, c'est ce que subissent très souvent des personnes atteintes de maladies, surtout celles qui sont mystifiées. Alors que les malades ont besoin de soutien, ils se voient stigmatisés au sein de la société. À ce sujet, la rédaction de Canal 3 Bénin a recueilli un témoignage d'un ex-drépanocytaire qui retrace ici le parcours de sa vie durant la maladie. Voici le compte-rendu. La sclérose est l'une des maladies génétiques avec les plus forts taux de mortalité. Chaque année, environ 300 000 bébés naissent avec cette maladie. Au Bénin, on estime à plus de 4% la proportion des personnes atteintes de la drépanocytose. Considérée dans l'opinion publique comme étant incurable, cette maladie peut être traitée efficacement, voire même éliminée.
Charbel Arrondinou fait partie de ces rares miraculés qui ont réussi à triompher de la drépanocytose. Il se souvient encore des souffrances endurées durant sa maladie. Lorsque la maladie commence, donc, je sentais mes os me faire excessivement du mal. Vous voyez. Donc, à cause de ça, je n'arrivais même plus à marcher. Des fois, il y avait des coups qu'on me donnait juste pour me mettre dans, comment on appelle, juste pour cesser les douleurs. Vous voyez. Il y avait aussi des briques qu'on mettait sur moi pour me faire, en fait, pour faire arrêter les douleurs et autres. Maintenant, lorsque ça commence d'abord, je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à bien marcher, je titubais en fait, vous voyez. À sa naissance, Charbel a été diagnostiqué au test d'électrophorèse comme étant SC. Pour sa famille, ce fut un coup dur et le début d'un parcours de combattant. C'était nous, ses parents, sa maman et moi, nous étions sous le choc. Naturellement, ça a sérieusement pesé sur nous, psychologiquement. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons poursuivi les soins avec le docteur Zissou, bien sûr, qui nous prodiguait des conseils, qui nous demandait de le protéger contre les moustiques, et contre les infections. Il prenait des produits comme Pénivé, comment dirais-je, Fordine. Il ne prenait pas de fer. Il devrait, quand il grandissait, il devrait prendre suffisamment d'eau, consommer des aliments sains, et surtout des fruits. Et Charbel grandissait, faisait régulièrement des crises. Des crises répétées, surtout en période de fraîcheur. Il refuse de sortir. Même comme d'habitude, très souvent, se doucher, c'est difficile pour lui. Au départ, moi, j'étais un peu énervé, mais finalement, j'ai compris que c'est à cause de la maladie qu'il fuyait de se doucher. Au cours, bien à l'école, quand à 7 heures, par exemple, Charbel vient m'accompagner. Souvent, bon, c'est comme si il craint parce que il fait froid et il risque de ressentir les mêmes douleurs parce que il va me prendre, me déposer. Il y a le vent sur la route, tout et tout. Donc souvent, il craint cela. Durant cette période éprouvante, c'est le regard de ses camarades de classe qui l'a le plus marqué. Des regards pas toujours sympathique. De la 6e en 3e, ça a été vraiment difficile pour moi. Vraiment difficile. Oui, durant ma vie scolaire, je me sentais en fait stigmatisé. Et je me sentais vraiment isolé parmi mes amis, mes collègues et autres. Je faisais l'objet de rire en fait. Ouais. Je titubais en marchant, tout ça. Bon, ça, je n'étais pas très à l'aise envers eux, mais je n'avais pas le choix, c'est ma maladie. Et donc, je gérais ça comme ça en fait. Les gens ont du mal à faire avec les personnes drépanocytaires. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont pas l'information. D'abord, d'autres croient que cette maladie est contagieuse, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie génétique qui se transmet de parents à enfants. Donc si on se met en couple ou bien on se met à côté de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne sera drépanocytaire elle aussi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et au-delà, il y a d'autres qui, à cause de la plupart des personnes drépanocytaires qui se présentent, je vais dire, des malformations, qui présentent des malformations, beaucoup n'apprécient pas. Ils disent, bon, c'est quel genre de personne ça, mais lui, il vient d'une autre planète. Afin de réduire les crises, le petit Charbel était donc pris en charge par sa famille qui l'aide à travers plusieurs traitements. Comme pour toute personne atteinte d'une maladie grave, le combat psychologique n'est pas à négliger. Si aujourd'hui Charbel est capable de vivre pleinement sa vie, c'est parce qu'il a su lutter psychologiquement contre cette maladie et le regard de la société.
La drépanocytose touche des milliers d'enfants au Bénin, dont beaucoup décèdent avant l'âge de 5 ans. Son mode de transmission étant génétique, il est vivement conseillé de faire son test d'électrophorèse et d'éviter de céder à la passion sentimentale si l'on découvre une incompatibilité. La personne drépanocytaire a besoin aussi de soutien psychologique parce que lorsque ça ne va pas dans la tête, dans le corps, c'est aussi compliqué. Et au-delà, il y a ce qu'on appelle l'équilibre entre les personnes non drépanocytaires et les personnes drépanocytaires. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est SS. Génétiquement, elle doit s'unir avec une personne qui est AA. Ce qui fait que si il n'y a pas cet équilibre, si on n'apprend pas aux gens le fait de comprendre que la drépanocytose a besoin aussi d'un soutien psychologique et d'un soutien, je vais dire, d'un regard positif, ça ne peut pas aller, la lutte contre cette maladie ne peut pas aboutir. Richard Lemois, auteur camerounais, écrit dans son livre Stigmatisé, Drépa saute la vie. On me donna la maladie, mais on ne m'ôta pas la vie. Mon corps réceptacle de douleur, mais mon âme dans tout ça résiste à la maladie. En d'autres termes, être drépanocytaire n'est pas une fin en soi. Toujours dans le domaine de la santé, une bonne alimentation équilibrée régulière, c'est une assurance santé pour l'enfant et une condition vitale de son rendement scolaire. Une réalité qui n'est pas toujours bien appréhendée à sa juste mesure. À ce propos, une équipe de la rédaction de l'ERTB a échangé avec un nutritionniste pour en comprendre davantage. Voici la substance de leur entretien. Ce matin, avant de venir à l'école, je n'ai pas mangé. Même ma mère m'a donné 500 et j'ai mangé à 10 heures. Est-ce que vous avez pris votre petit déjeuner avant de venir à l'école tôt ce matin? Non, non. Et ce nom sonne mal à l'oreille de la nutritionniste. Le petit déjeuner est très important pour bien démarrer la journée. Quand un enfant ne prend pas le petit déjeuner avant de démarrer sa journée, il expose son organisme à plusieurs risques sur le long terme. Se passer du petit déjeuner expose le jeune apprenant à des risques sanitaires. Son rendement scolaire pourrait également être impacté. Cet étudiant, contrairement à ses jeunes frères, est conscient de cette réalité. Faites par exemple qu'un apprenant se nourrisse mal pourrait avoir un impact sur sa santé. Et peut-être, disons, un élève qui est malade pourrait peut-être pas venir à l'école. Ou peut-être s'il est à l'école, il n'aurait peut-être pas le temps de bien suivre les cours pour mieux assimiler. Bien alimenter l'enfant apprenant est une nécessité. Et l'autre défi est de veiller à la qualité de l'aliment. Un enfant qui veut prendre la bouille le matin et qui prend 4 morceaux de sucre déjà dans cette bouille, c'est exagéré. Et même quand il va prendre ça, il va somnoler. Parce que plus les aliments qu'on prend au petit déjeuner sont plus sucrés, sont plus riches en glucides, plus la somnolence postprandiale est accentuée. Somnolence postprandiale, c'est l'effet de sommeil qu'on ressent après avoir mangé. Éviter l'excès du sucre et surtout, opter pour des repas équilibrés. L'organisme a besoin d'aussi bien des glucides que des autres nutriments, des aliments protéinés, des vitamines, des fibres et des sels minéraux. L'organisme a besoin de l'ensemble. Donc, prendre du pain, du sucre, du lait concentré oui. Avec de la mayonnaise parfois. La mayonnaise ou du beurre. Du beurre. Oui. C'est ça, c'est pas un petit déjeuner équilibré. Quand on prend ces genres de repas au petit déjeuner, c'est clair, on somnole souvent. Et c'est pour ça que certains enfants, à un moment donné, ils refusent, ils disent qu'ils ne veulent plus prendre le petit déjeuner parce que quand ils prennent le petit déjeuner, ils dorment au cours, ils n'arrivent pas à suivre les cours correctement, ce qui fait qu'ils n'ont pas de bonnes notes. Bien alimenter les enfants pour maintenir leur équilibre sanitaire et booster leur rendement scolaire. Le peuple bâtonnou a célébré ce jeudi 28 septembre 2023 la fête de la Gani à Niki. Une première édition pour Sa Majesté Sero Toho Tokosare après son intronisation. Il a passé le traditionnel épreuve du parcours des 7 sites sacrés de la Gani. Des honneurs ont marqué son retour triomphal au Palais Royal.
Revivez dans ce reportage les temps forts qui ont marqué cette cérémonie. Le nouveau Sinaboko, l'empereur des peuples Batonou-Ebo, a effectué sa toute première sortie officielle pour sacrifier à la tradition de ses aïeuls. Ce jeudi 28 septembre 2023, Sa Majesté Serotoru Tukosari et sa suite accompagnée des cavaliers ont parcouru les différents sites pour des rituels. Cette fête grandeur nature a connu la participation des filles et fils de l'air culturel Batombu-Ebo du Bénin, du Nigeria et bien d'autres. C'est le moment de remercier le chef de l'État parce que le nouveau palais, d'ici un an, le palais nous sera remis. Donc nous sommes en train de gérer, n'est-ce pas, l'existant. Et vous avez vu le nombre de personnes avec près de 700 chevaux. Et vous avez dû constater, les cavaliers sont annoncés de Djougou, de Parakou, de Kouandé, de Lalibori. Et tous sont venus. Et c'est le moment de remercier nos sponsors qui nous accompagnent, qui nous permettent de temps en temps, n'est-ce pas, de pouvoir changer des donnes. Comme chaque année, l'édition 2023 a connu la présence des membres du gouvernement béninois et bien d'autres autorités venues rehausser l'image de l'événement. Je suis ravie d'être à cette nouvelle édition de la GANI, l'édition de 2023, qui est aussi la première édition de la GANI du nouvel empereur, le Sinaboko Serotoru Tukosari. Et c'est aussi l'occasion de prier pour le repos de l'âme de Sinaboko qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Je veux dire à quel point je suis heureuse de voir de nouveau les populations du Baotem, nos frères venus aussi du Nigeria dans l'allégresse, dans la joie, dans la célébration. La Gani est une fête qui, d'année en année, s'embellit. Et je pense que pour l'année prochaine, on est en droit, compte tenu de l'avancée des travaux du secteur touristique, d'espérer que l'édition de l'année prochaine sera encore plus belle. Il était normal qu'avec ma collègue en charge du numérique, nous allions présenter nos respects et nos salutations au Sinaboko. C'est ce que nous avons fait au nom du gouvernement, au nom du président de la République. Nous en avons profité bien évidemment pour réaffirmer tout l'engagement du gouvernement pour préserver le patrimoine culturel, matériel et immatériel de l'aire culturelle Beau et Batonou. Nous en avons profité également pour faire un point du projet en cours de réalisation du nouveau palais royal et de l'arène de la Gani sur le nouveau site de 20 hectares. C'était également l'occasion de constater par nous-mêmes, ma collègue du numérique et moi, que les travaux de réfection de l'ancien palais, où Sa Majesté est toujours, que ces travaux sont bien avancés. On note également la présence des élus parlementaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Une organisation impressionnante, comme d'habitude. Des princes et des princesses bien parés. Le tambour royal qui résonne avec les trompettes. Les chevaux dans leur course. Et une fraternité entre tous les peuples bariba et avec l'ensemble des Béninois. Vous nous voyez tous ici venir témoigner notre amitié à nos frères de la communauté Batonou. Et c'est une joie pour moi. Je viens au nom du président Abdoulaye Biodjane et du Bloc républicain pour participer. Alors, vous savez, notre culture, cette culture noble et digne des barbares ne doit pas être un vain mot, mais une réalité, un comportement. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici, non seulement pour apporter notre soutien à la communauté Batonou, Yo, et aussi
à l'empereur. Nous sommes en train de voir une belle fête. Il y a du monde. Les gens sont arrivés massivement. Tous les fils de l'ère culturelle Batonou se sont retrouvés ici. Et tous les rois aussi de l'ère culturelle Batonou sont venus faire allégeance à l'empereur. Cette fête est la première édition de l'actuel roi. Et je pense que c'est une réussite. L'édition 2023 a rencontré un franc succès, comme le martèlent ici certains invités de marque. Je suis déjà très honorée d'être présente à cette célébration du nouvel an de l'Empire de Niki, d'être présente ici même dans cette arène en première ligne face à ces cavaliers qui sont d'une allure, d'une beauté, d'une prestance, d'une élégance hors norme. Ce qui se déploie sous nos yeux, c'est un concentré de culture, un patrimoine culturel, un patrimoine historique distinctif du Bénin. Et nous sommes extrêmement heureux et fiers que le Bénin abrite cette part importante de l'héritage Batonou. Je suis très heureux et je remercie tout le monde. Je remercie les sages, je remercie notre gouvernement qui quand même n'ont pas aménagé pour que la réussite se fasse de la même manière qu'on veut. On le remercie beaucoup. Et les gens qui sont arrivés, vraiment on ne s'attendait pas à ça. Parce que tout le monde connaît ce qui se passe aujourd'hui. Mais avec tout ça là, l'engouement là, je n'ai qu'à remercier le Seigneur. Et comme c'est le premier gagnant de ce tour, Touko Sadi, 5e, mon grand-papa, c'est la joie qui m'anime et que tout le monde s'est mobilisé de partout. Je n'ai qu'à remercier le Dieu. Sa Majesté Serotoru Touko Sadi peut se frotter les mains en ce qui concerne la réussite de la Gani édition 2023. Sport pour finir cette édition, le stade Omnisport de Grand Popo, théâtre depuis mardi dernier de la 10e confrontation continentale du Maracana. Deuxième journée de la CAN Maracana à Grand Popo. Le top de la compétition a été donné ce mardi au stade Omnisport de Grand Popo. Dans l'élément qui va suivre, je vous invite à suivre les temps forts qui ont marqué la cérémonie d'ouverture et la 10e fête continentale du Maracana. Élément signé le RTB. Je déclare officiellement ouvert, au nom du ministre des Sports, M. Oswald Khomeki, la Coupe d'Afrique de Maracana, Bénin 2023. 10 ans après, le Bénin retrouve sur ses terres la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana après la dernière, organisée en 2013. Le meilleur, c'est ce que nous faisons de chez nous-mêmes. On aurait pu le faire à Cotonou, mais tout le monde connaît à Cotonou dans le monde. On aurait pu le faire ailleurs. On a 77 communes. On a fait le choix de Grand Popo, ce n'est pas désintéressé, c'est aussi un message envoyé à la jeunesse béninoise. Cette cérémonie d'ouverture riche en couleurs a été marquée par le traditionnel défilé des délégations étrangères, mais aussi le serment prêté par joueurs et arbitres. Non, joueurs engagés dans la 10e édition de la Maracana 2023 jurons solennellement de respecter les règles du jeu dans la discipline et le fair play total. À cette cérémonie qui annonce la couleur de la CAN de Maracana Bénin 2023, mention spéciale à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon pour son implication et surtout son innovation d'organiser pour la première fois de l'histoire un tel événement sur un terrain de foot. Je voudrais en votre nom à vous tous, au niveau de la FIMA, exprimer notre gratitude commune et collective à Monsieur le chef de l'État, président de la République du Bénin, décideur, émérite, panafricaniste, Patrice Talon. Bravo à Monsieur le ministre des Sports, le Maracanien émérite, Oswald Khomeki. Quand vous avez des cadres africains de ce rang, comment vous étonner
que le Bénin puisse offrir dans l'histoire du Maracana pour la première fois cette innovation. De mémoire de Maracanier, c'est la toute première fois qu'en 10 années de compétition, nous nous déportions sur un stade de football. Cette cérémonie lance 5 jours de Maracana avec la crème continentale dans la discipline venue de tous les horizons. Voilà, chers internautes, nous voici à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur ESAE TV.